Entre nos cultures. Gérard Blier, inspecteur d'académie honoraire, est également écrivain. Il publie en ce moment un livre qui retrace les relations difficiles entre l'Angleterre et la France. Un millénaire de lutte armée et 2 siècles d'alliance. Gérard Blier, bonjour. Nos meilleurs ennemis, c'est ça ? Oui, voilà. Enfin, nos meilleurs ennemis, c'est une expression qui n'a pas été, qui est connue, qui est utilisée pour montrer parfois les relations chien-chat entre des personnes ou entre des organismes. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire France-Angleterre, on peut dire nos meilleurs ennemis, parce que les deux pays sont incontestablement des voisins. On a tellement de choses communes. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre actuelle... France-Angleterre, mais on ne parle pas de rugby, là encore. Non, on parle d'histoire. On parle ni de football, ni de rugby. Peut-être ai-je été influencé dans mon subconscient par le fait que je m'intéresse beaucoup au rugby et au football. Oui, voilà. Alors, donc, France-Angleterre, on a des liens tellement anciens. L'Angleterre, il ne faut pas oublier que l'Angleterre, les Anglais disent, on n'a jamais été envahi. Napoléon, Hitler, si. Guillaume le Conquérant a bel et bien envahi l'Angleterre. Au départ, c'est bien la France qui a envahi l'Angleterre, qui a contribué à créer l'Angleterre moderne. Alors, 2 pays... Mais en Nouvelle-Aquitaine, on l'a bien placé aussi pour parler des Anglais. Voilà. Alors, on a des histoires tout à fait imbriquées, la France et l'Angleterre, c'est évident, et on s'est chamaillé comme c'est pas possible, on s'est tapé sur la figure pendant très longtemps, pendant environ un millénaire, la guerre de 100 ans, les guerres de Louis XIV, les guerres de Napoléon. Le principal élément d'explication était, j'utilise d'ailleurs cette expression, c'était la France et l'Angleterre dans l'Europe occidentale, c'était 2 crocodiles dans un marigot. Il y en avait un de trop. Voilà. Et on s'est battu sans arrêt pour la primauté. D'autant plus qu'on s'est retrouvé adversaires dans le domaine économique, le domaine du grand commerce maritime, le domaine colonial. On s'est affronté aux Indes, on s'est affronté, bien sûr, en Afrique, en Amérique du Nord, le Canada, Québec, voilà. Bon, alors donc... Moi, je retiens aussi qu'ils ont quand même brûlé Jeanne d'Arc. Oui, bien sûr. Mais alors, justement, dans ce livre, Jeanne d'Arc, c'est la guerre de 100 ans. Et Yann, dans ce livre, comme je fais partie des historiens qui essayent d'avoir les yeux grands ouverts et qui ne veulent pas être bloqués par, ma foi, des considérations qu'on a eues dans la tête dès la jeunesse, dès l'école, la guerre de 100 ans, eh bien, elle a été provoquée par différentes raisons. La principale, c'est que les Anglais revendiquaient, comme vous le savez, le trône de France. Pendant longtemps, c'était considéré en France comme une horreur, cette volonté. Or, et je le rappelle dans mon livre, eh bien, les Anglais avaient raison. Les Anglais avaient raison. Au milieu du XIVe siècle, après le règne de Philippe le Bel, ces garçons, ce sont les rois maudits, Maurice Druon, ces garçons ont régné, il n'y avait pas de descendance, et c'était les descendants, eux, du Capet, en ligne directe, c'était des Capétiens. Et à ce moment-là, bien entendu, comme il n'y avait pas de descendance, il fallait chercher latéralement, il n'y avait pas de fils et de filles. Et ces trois fils de Philippe le Bel avaient une sœur, et leur sœur, elle était... pas comme eux, descendants directs, absolument directs du Capet. À l'époque, les femmes passaient après les hommes sur le plan donc des titres de domination, des titres de seigneur, de roi. Mais s'il n'y avait pas d'hommes, c'était automatiquement les femmes. La pauvre Aliénor d'Aquitaine, elle a été duchesse d'Aquitaine, non pas parce qu'elle était femme du duc, elle était le duc d'Aquitaine elle-même. Donc cette sœur des rois, des fameux rois maudits, fils de Philippe le Bel, aurait parfaitement pu régner. C'était elle qui devait régner. Mais le problème, c'est que Philippe le Bel, croyant que ses fils allaient avoir de la descendance, avait jugé bon de la marier au roi d'Angleterre. Ce qui fait que comme les femmes étaient quand même en situation d'infériorité vis-à-vis des hommes, si la reine de France avait été donc Isabelle, c'était parfait au point de vue dynastique, mais du coup, c'était l'Angleterre qui mettait automatiquement la mainmise. Alors ce qui fait, Yann, que la guerre a été déclenchée, les Anglais réclamaient le trône de France, les Français n'ont pas été d'accord, alors ils sont allés chercher une branche cousine, toujours une branche capétienne, les Valois. Ce qui fait qu'à la bataille de Crécy, dès le début de la bataille dès le début de la guerre de 100 ans, en 1346, vous avez les 2 rois de France et d'Angleterre qui s'affrontent. Eh bien, tous les 2 sont descendants, évidemment, des Capétiens, puisque le roi d'Angleterre, c'est le fils d'Isabelle, justement. Mais on peut noter que s'ils sont tous les 2 les descendants du Capet,
il y a un descendant en ligne directe et l'autre en descendant en ligne indirecte. Et je regrette, mais le descendant à la bataille de Crécy, celui des deux rois qui est le descendant direct du Capet, c'est le roi d'Angleterre. Le roi de France en face, et c'est le descendant indirect du Capet. Donc les Anglais n'avaient pas tort en réclamant le Tour de France. Oui, mais il fallait quand même pas brûler Jeanne d'Arc. Non, ce n'était pas une raison, mais vous savez, l'épisode de Jeanne d'Arc, j'en parle évidemment dans mon livre, mais il y a énormément de choses, il y a une grosse littérature et la carrière de Jeanne d'Arc et alors tout ce qui entoure évidemment son arrestation, son emprisonnement, son jugement et sa mort, ça reste environné un petit peu de mystère et il y a des explications à trouver, c'est-à-dire que, en gros, Jeanne d'Arc, bon, elle a affirmé, on le croit pas ça, hein, bon, elle a affirmé avoir reçu la mission divine de mettre le roi Charles VII sur le trône de France, le faire sacrer à Reims. C'était sa mission. Elle l'a accomplie. Et elle a sauvé la France à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il y avait le risque encore que les Anglais mettent la main sur la royauté française. Donc, Jeanne d'Arc, par son action, a contribué à ce que nous ayons un vrai roi de France. Bon, Charles VII, sacré grâce à Jeanne à Reims. Bon, très bien. Mais après, il faut noter, Yann, que Jeanne d'Arc, qui était aussi investie, croyait-elle, de la mission de bouter les Anglais hors de France, bon, elle a voulu continuer la lutte. Et Charles VII, qui était content d'être roi, il a arrêté les frais. Et à ce moment-là, il a laissé tomber Jeanne d'Arc, et ce n'est pas très glorieux. Alors, il n'y a pas tellement longtemps qu'on le sait, ça mais maintenant on le sait. Jeanne d'Arc aurait certainement pu être sauvée si Charles VII avait mis le paquet, négociations secrètes, au besoin de l'argent, circulation d'argent entre Paris et Londres, et Jeanne d'Arc aurait pu être sauvée. Mais Charles VII a complètement laissé tomber Jeanne d'Arc qui a été brûlée par les Anglais, avec le concours de l'Église de France, l'évêque Cauchon. Voilà. Tu parles de négociations, là. Les dernières négociations avec les Anglais, c'est le Brexit. Oui, alors dans mon livre, je parle assez peu du Brexit, j'ai fait référence, mais je parle assez peu du Brexit parce que là, je vois, vous l'avez compris, les relations entre la France et l'Angleterre au plan militaire, hein, c'est-à-dire les luttes armées, et puis voilà. Et alors, le Brexit, dans le domaine stratégique, militaire, n'a pas changé grand-chose, hein, c'est-à-dire que l'Angleterre... Depuis le Brexit, l'Angleterre, comme la France, fait partie de l'Alliance Atlantique, fait partie de l'OTAN. Hein, Ils ont quand même amené des bateaux militaires sur les pêcheurs bretons, les pêcheurs français. Oui, c'est un peu du folklore. Ça, il faut parfois crier très fort avant d'être blessé. Bon, mais le résultat, ça va s'arranger. Non, mais là... Comme par le passé, il va y avoir, dans le cadre de l'OTAN, des manœuvres avec des sous-marins nucléaires français, des sous-marins nucléaires britanniques. Alors donc, s'agissant de la stratégie, de la vie militaire, bon, le Brexit, si vous voulez, ne change rien. C'est sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique qu'effectivement, là, il y a beaucoup de nouveaux. Mais ça ne met pas à mal la collaboration militaire, maintenant, de la France et de l'Angleterre. Gérard Blier, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On va remontrer quand même les livres, là. Entre nos cultures,